Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus d'abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti! Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour l'épisode du jour, je voulais vous parler des différentes écoles de Feng Shui. Disons les différentes écoles que moi j'utilise, et encore je vais vous en parler succinctement parce qu'il y a évidemment plein d'autres aspects de chaque école que j'aborderai pas. Mais c'est juste aujourd'hui pour vous donner un petit peu une idée, puisqu'il y a certaines écoles que j'ai déjà évoquées lors des épisodes précédents. Du coup voilà, c'est pour vous permettre de mettre un petit peu l'accent sur différentes écoles et vous montrer un petit peu les différents axes qui constituent une analyse Feng Shui. Donc pour commencer, je voulais vous parler de l'école de la forme parce que c'est la plus ancienne des écoles de Feng Shui. Vous trouverez aussi parfois la dénomination école du paysage. En fait, l'idée première, c'est de repérer l'endroit du terrain où l'énergie converge. Donc, l'école de la forme, c'est peut-être celle qui est la plus facile à appréhender, puisqu'en fait, elle analyse tout ce qui se voit, d'accord? Alors qu'on verra que l'école de la boussole ou les étoiles volantes s'attachent plutôt à des notions qui sont invisibles à nos yeux, ok? Donc d'une façon générale, pour l'école de la forme, il s'agit d'analyser l'environnement extérieur d'un habitat et de déterminer comment se caractérise l'énergie qu'il y a tout autour, ok? Cette énergie, elle a été un petit peu symbolisée par 4 animaux qu'on appelle les gardiens célestes. La tortue noire, le tigre blanc, le dragon vert et le phénix rouge. Donc évidemment, ces animaux, ils sont symboliques et dans la vraie vie, ils vont être représentés par des montagnes, des cours d'eau, des immeubles, des routes. Ils aident en fait à déterminer si l'implantation de l'habitat est propice ou non. Donc ces 4 animaux célestes, en fait, ils trouvent leur origine dans les 4 constellations du ciel de la Chine antique. Ils ont donc une orientation cardinale ainsi qu'un sens yin ou yang. Le phénix rouge, c'est une petite colline devant la maison qui laisse la vue dégagée, ou alors c'est une étendue d'eau. Il représente le sud, l'été, le feu, et il est associé à l'ouverture, à l'équilibre des forces. C'est un chi yang. La tortue noire, c'est une montagne ou un bâtiment ou une grande maison protectrice à l'arrière de votre habitat. Elle représente le nord, l'hiver, l'eau. Elle est associée au soutien, à la longévité, à la protection. C'est un chi yin. Ensuite, on a le tigre blanc. C'est un sommet ou un bâtiment, de préférence moins élevé que le dragon, celui d'à côté, et il représente l'ouest, l'automne, le métal. Il est associé au projet, à la communication, au pouvoir féminin. C'est un chi yin, donc c'est celui qui est à droite. Et le dragon vert, c'est quelque chose qui est à gauche de la maison. C'est soit un sommet, soit un bâtiment qui est plus élevé ou plus avancé que le tigre. Et il représente l'Est, le printemps, le bois. Il est associé à la santé, la prospérité, le dynamisme et également la force du père. C'est un chi yang. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment on utilise cette école de la forme? Alors oui, attention, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est que là je vous ai dit que les 4 créatures célestes, en fait, elles correspondent chacune à une orientation. Mais
pour trouver le phénix, par exemple, on ne va pas regarder ce qui est réellement au sud, c'est-à-dire prendre la boussole et prendre l'orientation cardinale, voir ce qui est au sud et dire il y a le phénix. Non, c'est ce qui est devant. Donc en fonction de l'orientation de la maison, si la façade de votre maison, si vous êtes orienté sud-ouest, eh bien le phénix il sera au sud-ouest, même si dans la configuration, on va dire, optimale, le phénix est au sud, d'accord? La tortue, pareil, elle doit supporter le dos, c'est-à-dire l'assise, l'arrière de l'habitat, d'accord? Donc en fait, quand on analyse ces formes environnementales, ça permet d'estimer si l'habitat il est protégé et soutenu. Donc, dans un environnement urbain, eh bien, ce ne sont plus des montagnes et des cours d'eau, mais ce sont des immeubles et des structures artificielles qui joueront finalement le rôle de montagne. Les routes, en fonction de leur taille, elles joueront le rôle de rivière ou de ruisseau. Mais effectivement, ces structures humaines, on va dire, elles sont réputées avoir moins d'effet, moins de puissance que les éléments naturels, puisque c'est en fait le chi, il vient de la nature. Donc évidemment, l'énergie dégagée par une montagne sera plus puissante que l'énergie dégagée par un immeuble, d'accord? Donc on va aussi analyser l'emplacement de la maison, par exemple, par rapport à la rue. Ça, c'est très important. On parle de bouche du quai, de quay mouth. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on va regarder. On va aussi regarder les structures environnantes. Par exemple, s'il y a une décharge pas très loin, un cimetière, un commissariat, une école, une ligne à haute tension, une église, tout ça, toutes ces structures en fait, vont faire partie de l'analyse de l'école de la forme, de l'expert Feng Shui parce qu'on va regarder effectivement si ce sont des structures qui sont positives ou qui amèneraient une énergie qui ne le serait pas forcément. OK? On regarde aussi l'emplacement de la maison par rapport au relief. Une maison qui serait au sommet d'une montagne, c'est pas la même chose que celle qui est tout en bas ou celle qui est à flanc de coteau. On regarde aussi la forme du terrain. Il y a des formes de terrain, de maison, qui sont plus ou moins favorables à l'accumulation de l'énergie. D'accord? Et puis on va également regarder la forme de la maison ou de l'appartement, la forme des pièces, d'accord? Donc par exemple en Feng Shui, on n'est pas très fan des maisons rondes ou des pièces de type triangle, c'est-à-dire mansardées ou alors des toits qui forment un peu comme des vagues. Vous voyez, comme ces toits d'usine qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on analyse l'environnement en Feng Shui? En fait, faire du Feng Shui, c'est pas seulement se baser sur les caractéristiques intérieures de la maison, en fait. Au départ, c'est vraiment l'environnement extérieur qui est à la base du Feng Shui millénaire, hein. Au départ, il n'y avait que ça. Alors évidemment, les animaux célestes dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont symboliques, mais ils permettent quand même de se faire une bonne représentation de ce qui est le mieux en termes d'environnement extérieur. D'accord? Alors pourquoi c'est important? On ne vit pas dans la rue, on ne vit pas dans son jardin. Eh bien, c'est parce que finalement, de l'environnement va dépendre la qualité du chi, la qualité de l'énergie dans laquelle baignera votre maison. Et donc du coup, celui qui va rentrer, le chi qui va rentrer dans la maison. En Feng Shui, on considère que la qualité du chi influence beaucoup la qualité de vie d'un lieu, d'accord? Ce qui fait que même sans connaître le Feng Shui, avec seulement un petit peu de bon sens, on peut aussi faire l'analyse, je vais dire, inverse. La qualité de vie d'un quartier, d'un village, d'une ville, c'est un bon indicateur de la qualité de l'énergie qui s'y trouve. Voyez? Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais nous, enfin moi, dans mon village, en fait, il y a vraiment des quartiers. Les maisons, elles se vendent en 2 jours parce que les gens veulent habiter dans ces quartiers-là. Les gens reconnaissent inconsciemment que l'énergie de ce quartier, elle est belle, en fait. D'accord? Alors,
Bien sûr, hein, il y a du bon dans chaque chose, donc on définit pas des axiomes de type, «C'est plus feng shui de vivre à la campagne qu'en pleine ville», hein. La ville, bien sûr, elle est plus yang, mais peut-être que c'est exactement ce qu'il nous faut, d'accord? Donc on est toujours dans cette histoire d'équilibre qui va apporter l'harmonie, pardon. Voilà ce que je voulais vous dire, par rapport à l'école de la forme. Maintenant, si on parle de l'école de la boussole, alors, un jour, quelqu'un qui connaissait un autre expert feng shui m'a demandé, «Toi, tu pratiques quel feng shui? Celui de la forme ou celui de la boussole?» Et j'ai été tellement surprise, en fait, que j'ai mis, plusieurs secondes à répondre: «Bah, les 2, bien sûr». Et la question m'a intriguée, j'ai ensuite creusé le sujet et effectivement, il fut un temps où certains maîtres feng shui pratiquaient soit l'un, soit l'autre. Mais en fait, c'est parce que ça vient de 2 écoles de pensée, différentes. Alors, il y a l'école Sanhe, qui est aussi appelée l'école des 3 harmonies. Elle met l'accent sur l'harmonie du ciel, de la terre et de l'homme, et la boussole, du coup, elle compte 3 anneaux de 24 montagnes. Et vraiment, cette école, elle accorde une importance particulière, à l'harmonie entre les secteurs de direction. Et elle se concentre également sur l'environnement et vise à comprendre donc du coup comment la nature façonne et entretient le chi. Donc vous aurez compris que le feng shui de la forme appartient à ce courant de pensée. Il y a un deuxième courant de pensée qui est l'école San Yuan et elle est aussi appelée l'école des 3 périodes. Et en fait, c'est un modèle mathématique du bagua qui est utilisé pour calculer la qualité du chi au fil du temps. Donc la boussole, elle comprend un seul anneau de 24 montagnes, et cette école de pensée, en fait, elle met l'accent sur l'influence dynamique du temps. Et ce facteur temps, il est représenté par des chiffres et des trigrammes. C'est une école de pensée que je privilégie, en fait, dans mes expertises et notamment elle va servir de support à l'école des étoiles volantes dont je vais vous parler, juste après. Donc pour pouvoir pratiquer, l'école de la boussole, ben, forcément on est obligé d'avoir une boussole. Et puis on mesure vraiment, où est le nord, où est le sud et cetera. Et ensuite, bah, du coup, on travaille sur un plan de l'habitat, hein. Le plan, on a fait un relevé métré de chaque pièce, on a le plan complet de la maison. Si elle est sur plusieurs étages et ben, on a le plan complet de chaque étage. Et du coup, bah, poser en fait, on pose le pakwa sur ce plan et ça permet de sectoriser, la maison en 8 secteurs, donc en 8 directions, le nord-ouest, le nord, le nord-est, l'est et cetera. On a aussi une façon de découper le plan que vous pouvez, retrouver, c'est la découpe en carrés de 9 cases. Donc c'est en fait découpé selon le carré Loshu. Moi, personnellement, en fait, je dessine avec les 2 méthodes, mais si le bâtiment, comme parfois le bâtiment en fait ou la maison elle a des formes un peu irrégulières, je trouve en fait par expérience que le carré n'est pas juste en fait. Il y a vraiment trop d'écart entre la découpe en carré de 9 cases et le camembert du Pacois. Donc moi en fait personnellement je préfère utiliser la sectorisation en forme de camembert. Je trouve qu'en fait c'est la représentation circulaire hein, qui est finalement plus en adéquation avec le mouvement du chi. Le mouvement du chi, il est cyclique, donc pour moi c'est plus juste. Mais voilà, vous pourrez retrouver, ces 2 façons de faire et globalement, ça équivaut à peu près à la même chose, surtout quand le plan de l'habitat il ressemble à un carré ou à un rectangle. D'accord? Donc quand on pose le pakwa, par contre, la principale difficulté, bah, c'est de trouver le centre. Ça paraît bête, mais voilà, si le plan de la maison, c'est un beau rectangle, il suffit de tracer les diagonales et puis le centre, c'est là où se croisent les diagonales, on est d'accord. Mais si vous avez une maison comme la mienne avec une extension, des, heu, des retraits, des choses comme ça, dans ce cas-là, il faut calculer, le barycentre pour être sûr de poser
le Pakoa, donc ce fameux camembert qui va sectoriser l'habitat, on pose vraiment au milieu. Ok. Donc finalement, quelle que soit la façon dont on va découper, soit en carré, soit en camembert, ça détermine en fait où se situent les pièces de la maison en fonction des différents secteurs. Et du coup, ben, c'est pas rare d'avoir une pièce, quand c'est une grande pièce, qui comporte plusieurs secteurs. Une pièce, effectivement, peut être un salon, par exemple, imaginez un salon cuisine, il peut être à la fois nord, nord-est et est, vous voyez, comporter 3 secteurs. Et dans ce cas-là, en fait, ben, il faut réussir à trouver des compromis pour décorer la pièce de façon à ce que tous ces secteurs soient nourris. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au feng shui de la boussole. Pour finir, du coup, je vais vous parler de l'école des étoiles volantes. Heu, pour moi, elle joue vraiment un rôle primordial, et parce qu'elle ajoute justement une dimension temporelle. Et vous voyez, on ne l'a pas du tout utilisé la notion de temps, quand je vous ai parlé de l'école de la forme ou de la boussole. Donc en fait, la méthode des étoiles volantes, elle étudie comment le temps et l'espace peuvent impacter notre vie à travers l'environnement de notre lieu de résidence. Donc, il faut connaître avec précision la date de construction de la maison ou de l'immeuble. D'accord? Et bien sûr, on va aussi utiliser l'orientation cardinale de l'habitat. Donc finalement, l'école des étoiles volantes, elle vient compléter l'école de la boussole. Ces deux valeurs, l'orientation et la date de construction, euh, permet de situer l'habitat dans une période de temps. Et de cette période de temps et de l'orientation, va en découler ce qu'on appelle un diagramme des étoiles volantes. C'est un diagramme en fait numérique qui est basé sur les modèles mathématiques, donc le Itu, le diagramme de la rivière, et le carré-Lochou. Réécoutez mon épisode sur le carré magique si ça vous parle pas tout ça. Donc, on va se retrouver avec un diagramme qui va se présenter comme un carré de 9 cases, et à l'intérieur de chaque carré, on va avoir des chiffres. On appelle aussi les palets, les cases. Voilà, c'est aussi des palets. Donc on dit que c'est 9 palets, d'accord? Et en fait, ces chiffres, dans ces 9 palets, symbolisent la répartition des énergies dans le temps et l'espace. Donc en fait, le système des étoiles volantes, il calcule la trame du chi d'un habitat. Ok. Donc, définir le diagramme numérique d'un habitat, c'est calculer finalement les combinaisons de chi qui sont nées de la rencontre entre la date de construction, le temps, et l'orientation magnétique, donc l'espace. Dans chaque secteur, donc chaque palais, on va avoir 3 chiffres. En haut, à gauche pardon, du palais, on va avoir ce qu'on appelle l'étoile d'assise, qui représente l'énergie yin. En haut à droite, on va avoir l'étoile de façade qui représente une énergie yang. Et le chiffre du milieu, c'est ce qu'on appelle l'étoile de base ou l'étoile temps. Voilà. Et puis voilà, de façon générale, par convention, quand on regarde un diagramme, en fait, la case qui correspond à l'assise, elle est en bas au milieu, et la case qui correspond à la façade, elle est en haut au milieu. Voilà. Alors, chaque étoile est représentée par un chiffre de 1 à 9, et chaque chiffre, en fait, est le reflet d'un certain type de chi. Et certaines étoiles, elles sont plus favorables que d'autres, mais toutes, elles portent en elles, en fait, des effets favorables ou défavorables, ça dépend de la période, si vous voulez. Par exemple, en ce moment, on est en période 8, et donc l'étoile du 8, elle représente vraiment la prospérité actuelle, le bonheur, la richesse. La 9 aussi, puisque finalement, elle représente l'énergie qui arrive, d'accord? Voilà. Donc, en fonction de la période dans laquelle on se trouve, il y a des étoiles qui vont avoir plus ou moins d'impact, en fait.
Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents, diagrammes parce qu'il y a des configurations, par exemple, je vous parlais de l'étoile 8, aujourd'hui une maison qui aurait été construite en période 8, donc la période 8, c'est, jusqu'en 2024, c'est des périodes de 20 ans, donc 2004-2024, admettons, voilà, la maison elle est en période 8. Si vous avez un 8 en étoile de façade et un 8 en étoile d'assise, votre maison elle est nickel, puisqu'en fait on va considérer que c'est le 8, comme c'est l'étoile la plus puissante en période 8 et que votre maison est construite en période 8, alors on va considérer que la maison elle est appelée par exemple montagne et eau favorable, parce que voilà, la probabilité de prospérité, de bonne santé, de relations harmonieuses va être à son maximum, d'accord? Petite nuance, même si vous avez ce type de maison, donc qui est appelée montagne et eau favorable parce que l'étoile 8 elle est vraiment à sa place dans la maison, il faut quand même que le feng shui de la forme, donc le paysage, dont je vous parlais au début de cet épisode, aille dans le même sens, d'accord? Il faut que les étoiles soient supportées par l'environnement extérieur. Par exemple, si vous avez un 8 en façade, en étoile de façade, donc ça représente la prospérité, mais que votre maison fait face à une décharge, ça va pas forcément être cool quoi, d'accord? Parce que l'environnement extérieur, c'est un char-chi et finalement le chi qui va arriver ne sera pas favorable à la prospérité parce que l'environnement extérieur ne vient pas supporter ça, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les étoiles volantes? Oui, le fait que les étoiles, vous voyez, c'est des chiffres de 1 à 9. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon épisode sur les trigrammes, mais et sur aussi les cycles des 5 éléments, mais vous savez que chaque chiffre égale un élément, et donc en fait on va regarder si la relation dans chaque palais est harmonieuse entre les différentes étoiles, et c'est grâce au cycle de production, au cycle de destruction, au cycle d'affaiblissement des 5 éléments qu'on va pouvoir définir si cette relation elle est harmonieuse ou pas. Voilà. Donc c'est très compliqué d'expliquer vite fait ce que c'est que les étoiles volantes parce que c'est quand même pour moi l'école la plus complexe à appréhender et à analyser. Mais pour moi c'est vraiment celle qui, comment dire, qui fait qu'un expert feng shui est un expert, si vous voulez. Là, il faut savoir établir un diagramme, il faut savoir le lire, il n'y a pas de bon sens qui tienne. Alors que sur l'école de la forme, par exemple, je suis sûre que vous pouvez développer une certaine sensibilité sans même avoir connaissance de la tortue, du tigre, du phénix, etc. quoi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un petit peu compliqué comme ça d'évoquer 3 écoles de Feng Shui, sachant qu'en plus il en existe d'autres et puis que je vous ai donné des indications très simples et basiques pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi on parle. Mais par exemple pour l'école de la forme, je vous ai dit il y a une montagne, mais il y a 9 formes de montagnes différentes, et en fonction de la forme de la montagne, l'énergie va être différente, etc., etc. Mais bon, on n'est pas là pour faire une formation de Feng Shui, on est là juste pour voilà, évoquer ensemble quelques aspects. Voilà, c'était l'épisode 9 de ce podcast, et sur le 10e épisode qui sera la fin de ma première saison, je ferai une petite récap, je pense, voilà, de tous les principes qu'on a évoqués durant toute cette saison 1 pour essayer de répondre finalement à la question simple, qu'est-ce que le Feng Shui? Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt, ciao! Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr.
Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.